Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles vous présente Grand Air. Respirez à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Aujourd'hui, avec nos invités, on va affronter un monstre de la nature, le kilomètre vertical le plus raide du monde. On ira également se promener sur les arêtes en suivant les frontières du département de l'Isère et découvrir un nouveau moyen de covoiturer en montagne. Et avec moi sur ce plateau, pour nous accompagner sur cette première émission de la saison, Christopher, David, Paul, André, ça fait beaucoup de prénoms, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes créateur de Mountain Go, une nouvelle plateforme de covoiturage réservée aux activités de pleine nature, et notamment la montagne. À côté de vous, Théophile Bellintani, je l'ai bien dit ? Très bien. Bon, auteur Théophile d'une aventure au long cours, un tour du département de l'Isère en suivant les frontières géographiques. Vous avez fait ça il y a 2 ans et vous viendrez nous en parler dans quelques instants avec les images du film que vous avez produit à l'issue de ce long périple. 2 autres invités en face de vous. Bonjour à tous les deux, Sébastien Aymar et Christophe Cattier, tous les 2 membres du DSA. Alors le DSA pour les intimes, c'est le DSA, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Dauphiné Ski Alpinisme. Voilà, un club qui est spécialisé dans le ski de randonnée, le ski alpinisme, mais qui tourne tout au long de l'année, et notamment en ce début de rentrée, on va parler avec vous de la seule épreuve iséroise de Coupe du Monde dans le domaine des activités de montagne. On n'en a pas en ski, on n'en a pas en nordique, mais on en a une en trail. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça du trail. Sébastien, la verticale du Grand Cerf, c'est ce qu'on appelle un KV dans le jargon. Un kilomètre vertical. Donc on essaye d'aller le plus vite possible sur 1000 mètres de dénivelé. Alors quand on parle de 1000 mètres de dénivelé, c'est la distance verticale. Donc sur la verticale du Grand Cerf, qui s'organise sur la commune de Cholonges, le principe c'est sur 1800 mètres de distance. On va aller le plus vite possible pour atteindre les 1000 mètres de dénivelé et arriver au sommet. Alors, j'ai découpé une fiche de Télé Grenoble avec ces données-là. Les 1000 mètres verticales, ils sont là. Les 1800 mètres de montée, ils sont là. Ça donne la pente. On est sur quel type d'inclinaison là ? 100%, c'est-à-dire quasiment 45 degrés. 45 degrés, un peu plus. À grimper sur 1800 mètres. Ça paraît rien, 1800 mètres à pied, mais dans des conditions comme ça, c'est une autre affaire. Vous l'avez dit, c'est Cholonges, un petit village au-dessus du lac de la Fraye. On voit là sur cette animation le plateau Mathézin. Et c'est cette montagne coupée d'une bande de forêt qu'on repère assez facilement quand on prend la route de la Mathézine vers la Mure. C'est cette montagne où se situe le tracé de ce kilomètre vertical. Alors le principe, il est très simple, c'est qu'on trace un trait. Ce trait est droit, il suffit de monter et d'avoir du souffle. Alors, généralement, pour ce type de profil, on prend des bâtons. Sur la verticale du Grand Cerf, on part à peu près tous les participants partent toutes les 30 secondes. C'est contre la montre. Exactement, c'est un contre-la-montre. Et c'est très simple en fin de compte. Il suffit de lever les genoux, de baisser la tête et si on a un peu le temps, de lever les yeux parce qu'il y a néanmoins un panorama qui est assez exceptionnel. Christophe, on voit le départ se fait au pas de course, mais le rythme s'adapte très vite à l'inclinaison de la pente. L'élite arrive à courir plus longtemps. Le rythme est important pour eux. Et puis après, la plupart des gens courent un petit peu au début. Puis après, c'est un talus, il faut avoir ça en tête. Un talus de 1800 mètres à monter le plus rapidement possible. Les parties, l'idée, c'est quand même que les gens fassent des très bons temps. Donc, légèrement aménager le parcours, quelques marches où c'était le plus glissant. Et le reste du temps, on monte naturellement dans de l'herbe jusqu'au sommet. Alors, il y a tellement de dénivelé que sur l'étape de l'an dernier, par exemple, vous avez percé la couche de nuages pour arriver au soleil en haut. Voilà. Donc, les bénévoles qui étaient en haut étaient au soleil et ceux d'en bas étaient dans le brouillard. Il faut bien choisir son emplacement quand on vient donner un coup de main pour cette course. Alors, on le voit, c'est quand même un effort assez particulier. Vous parliez des bâtons. Il y a une technique pour être efficace sur ce genre de montée ?
En fait, la technique varie en fonction de la capacité physique de chacun. Il y a quelques coureurs qui ont des bâtons qui sont assez grands. Et on a une certaine catégorie de coureurs qui ont des bâtons très petits pour éviter de lever les bas très haut. Il faut malgré tout, vu que c'est un effort qui est très violent, avoir une gestion de l'effort et du mouvement qui est assez calculée. Donc il n'est pas très réfléchi. Donc il faut faire un minimum d'efforts pour parcourir un maximum de distance verticale, ce qui est assez compliqué. Il y a certains bons coureurs qui n'ont pas de bâton aussi. Qui arrivent à... Il y a certains très bons chronos sans bâton. Donc ça dépend un peu de la morphologie aussi. Il y a beaucoup de skieurs alpinistes qui font ce type de course. Donc ils sont habitués à utiliser le bâton aussi quand ils cramponnent. Donc voilà. Mais il y a un petit peu tout. Ouais. Alors c'est court, bâton pas. Mais bon, les premiers ont les bâtons actuellement. On peut conseiller, parce que l'épreuve est ouverte à tout le monde, hein. C'est une Coupe du Monde, il y a les meilleurs mondiaux qui seront là, mais ça reste grand public pour ceux qui veulent s'initier à ce genre d'effort. Là, vaut mieux, quand on débute, conseiller les bâtons, Oui, bâton. hein, pour pas reculer déjà dans la pente. Alors, effectivement, Soulager les cuisses. C'est une course qui est ouverte à tout le monde. Et ça se fait vraiment dans la bonne ambiance. Et cette année, on l'ouvre aux jeunes, c'est-à-dire de l'âge de 10-11 ans jusqu'à 17 ans. Et cette ouverture aux jeunes se fait en relais pour effectivement battre un record de l'épreuve qui est celui de Kilian Jornet. Ouais, parce que, je le disais en ouverture, c'est le kilomètre vertical le plus raide du monde. En tout cas, en compétition, il n'y a pas de profil aussi raide que celui-ci. Hein. Alors en Suisse, il y a un parcours qui est très raide aussi, qui est légèrement plus long. Ouais. Ils ont 100 mètres de plus, je crois. Voilà, donc ça ne se joue pas à grand-chose. Et actuellement, les meilleures marques sont chez eux. Et nous, on a vraiment l'ambition de récupérer ces records. Donc le passage en Coupe du Monde, c'est pour faire venir l'élite aussi. Et puis pour essayer, donc il y a une prime même au record du monde chez nous, pour essayer de faire venir les meilleurs et qui viennent faire la plus belle marque sur ce parcours qui a la possibilité de le faire. C'est sûr qu'on ne perd pas de temps à faire des virages pour gravir les 1000 mètres. Vous parliez de l'ouverture au grand public pour les participants. On peut venir aussi encourager les champions. Et l'avantage, c'est qu'on a le temps de les voir passer, les coureurs. Hein. C'est quoi le rythme là? C'est quoi, 2-3 km/h sur les parties les plus raides? On va dire que les premiers, on va parler du record, qui est de 30 minutes et 57 secondes, je crois. C'est à peu près 2000 mètres/heure. En dénivelé. En dénivelé. On ne parle pas en kilomètres. Ouais. Voilà. On va dire que la vitesse moyenne de tout le monde, c'est à peu près 500-600 mètres/heure. Nous, on essaye de tendre vers les 1200 mètres/heure, ce qui est assez difficile en soi. Mais oui, une vitesse moyenne, c'est 500-600 mètres/heure. La plupart, ils font en 1 heure 1,8 km, donc ils sont à 1,8 km/heure. C'est-à-dire une personne normalement entraînée va mettre un peu moins d'une heure ou un peu plus d'une heure pour ce parcours, qui fait 1,8 km. Donc le calcul est assez simple. Je fais partie de la norme. Sans parce que être enseignant. Je m'y suis risqué il y a 2 ans et c'était à peu près le temps que j'ai. Donc 1,8 km/h. On va dire 2 fois plus long que les champions. Mais c'est un effort quand même très spécifique. Et la particularité, c'est que quand on arrive en haut, on est cramé. Hein. Oui, c'est pas mal. C'est un effort très intense. Donc les battements de cœur, ils sont vraiment au taquet tout long hein, pour les. Allez, on fait pas un mètre de plus après la ligne. Hein. Voilà, parce qu'ils relancent, ils sprintent, ils sont vraiment à la seconde près, hein, certains. C'est un contre-la-montre, donc même si on est premier, on ne le sait pas forcément. Donc ils sont obligés de. Là, si on voit l'élite, hein, on est obligé vraiment de donner le maximum jusqu'au bout. Et la partie finale est un petit peu moins raide. Et donc les meilleurs qui ont encore un peu de jus arrivent à relancer. Et ils arrivent dans cet état-là. Faut se donner pour. C'est un effort mental. Aussi, mental aussi, c'est vrai que ça joue dans la tête pour le final. Vous parliez des records du monde, donc sur cette montée, il est à 30 minutes 25 secondes, le record de la verticale du Grand Cerf. Le record du monde, lui, est à 28,53, donc à 1 minute 30 d'écart pour le kilomètre vertical chez les hommes établi en Suisse. Chez les femmes, 34,44, ça c'est le record du monde qui a failli être rebattu chez vous l'an dernier. L'année dernière, oui. Par Christelle Deval. Et cette année, on a la chance d'avoir l'équipe de France de ski alpinisme, dont notamment Axel Mollaret, qui est en forme et qui va tenter de battre le record du monde. Et Christelle Deval qui revient aussi, et qui était donc à quelques secondes de son propre record, donc elle est actuellement détentrice du record du monde. Et
de la discipline. De la discipline. Chez les femmes. Alors, il y aura un beau match chez les femmes, il y aura sûrement un beau match chez les hommes. La star du trail, Kylian Jornet, est un spécialiste aussi de ce genre d'effort. Il était venu en 2015, on le voit sur ces images, défier la verticale du Grand Cerf. C'est là où il avait d'ailleurs établi le record de l'épreuve en 30 minutes 25. Il faisait un peu plus beau ce jour-là. Est-ce qu'il sera au départ de l'édition 2018, Sébastien ? Ça sera la surprise. Je vais être très franc. Nous, organisation, nous ne savons pas encore s'il va venir. Ça sera la surprise aussi pour nous. On l'espère, mais on verra bien. En tout cas, on espère qu'il va venir et qu'il va faire un bon temps. Là, Vous voyez, là, il y a du rythme. Hein. On est obligé de doubler les concurrents quand on va aussi vite que Kylian Jornet. Ouais, et même lui, il a mis plusieurs minutes pour récupérer. Il y a une vidéo qu'on voit de la course. Il était resté un bon moment accroupi, la tête dans l'herbe. Donc même pour un champion de sa trempe, faire des chronos comme ça, c'est quand même un effort très très intense. Ouais. Alors, si vous voulez les encourager, Kylian ou pas, il y aura en tout cas du beau monde. C'est le dimanche 30 septembre, l'épreuve. Alors, le souhait justement du DSA de cette course aussi, c'est de la rendre un peu plus populaire, qu'il y ait du public, qu'il y ait aussi des participants donc de tout niveau. On a parlé de l'élite, mais ils sont 50, c'est ça à peu près ? Ouais. Et tout le reste, il y a 400 coureurs qui sont des gens normaux, des sportifs de la région ou de plus loin. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait du public pour pousser les coureurs. Et essayer de rendre cette course le plus populaire possible. Donc, Bon, il y a un site vgs.run où on peut s'inscrire dans les prochains jours. Je ne sais pas si on peut s'inscrire le matin même d'une épreuve comme ça. Non, on clôture les inscriptions 4 ou 5 jours avant la date. Parce qu'on est quand même 70 bénévoles à s'occuper de cette course. Et on a besoin en fait de maîtriser un petit peu toutes les personnes. Et la gestion de 450 personnes sur le village de Cholonges demande quelques anticipations. Vous triplez la population de Cholonges le jour de la course. Bon, en tout cas, le maire est très content. C'était également chez lui. Hein. Ouais, ça anime la commune. Et puis, si vous voulez découvrir le plateau Mathézin et puis tout le Taillefer, etc., c'est vrai qu'il y a une belle vue, notamment au sommet de ce kilomètre vertical. À Cholonges, il y a tout dans le village de Cholonges, il y a tout est installé pour recevoir les coureurs, mais aussi les spectateurs. Il y a une bonne ambiance. Et puis la descente, c'est pas évident. Je le préviens, ceux qui participeraient pour la première fois, on redescend par le même chemin. Les bâtons, là aussi, c'est bien utile. On peut redescendre par les fesses aussi. C'est pas mal. Bon, alors avant de se frotter à ce kilomètre vertical le plus raide du monde, on peut se mettre dans le bain en ce moment, en douceur, j'ai envie de dire, avec le Grésivaudan Express. Ça aussi, c'est une épreuve un peu phare du club. Ça existe depuis un certain nombre d'années. C'est quoi le principe? Là, on voit la première étape de la saison. On reconnaît l'arrivée à Chamchaude. C'est de monter les sommets de la région. Hein. Alors voilà, le principe, c'est encore une fois, c'est ouvert à tout le monde. C'est des inscriptions gratuites. Il n'y a pas d'élitisme. C'est-à-dire n'importe quelle personne peut venir s'inscrire et participer à cette course. Le départ se fait à 18h30 tous les mercredis, donc ça se produit en ce moment. Et on se chronomètre soi-même et on rentre le soir même ou le lendemain son chronomètre sur un site. Et l'idée, c'est de passer vraiment un bon moment ensemble. Autant les premiers que les derniers, et j'allais dire plutôt les derniers, sont encouragés par une horde de personnes. On attend tout le monde. Ouais, tout le monde part en même temps là. Sur tout le monde part en même temps. Et ça reste, mais on attend vraiment au sommet que tout le monde arrive. Et donc c'est vrai que les derniers sont bien poussés sur les derniers mètres. Et donc c'est 6 montées différentes, 6 sommets différents de la région, tous les mercredis soirs, qui s'enchaînent. Là, il y a eu Chamchaude, il y aura la Roche du Guet. Je crois que il y a eu la Roche du Guet qui est le sommet un peu historique de cette épreuve. Je crois que la première avait été organisée là-bas. Ça a commencé par la Roche du Guet en 96. Et puis après, ça s'est concrétisé en 2003 avec le rassemblement de plusieurs sommets autour de Grenoble. Donc on conserve néanmoins la Roche du Guet parce que c'est un site historique. C'est sans savoir, c'est dans les Bauges. Ouais. Le principe aussi, c'est qu'on l'ouvre, on favorise en fait les déplacements sans carbone. C'est-à-dire qu'il y a un principe de points sur les express. Et si on fait du covoiturage ou on vient en vélo sur les départs, on attribue des points supplémentaires. Bon, il y a un challenge à la fin de la série. Et sur les 6 montées. Et ça se finit à la Bastille. Voilà, le 17 octobre, la Bastille. Le 10 octobre sera le Saint-Hénard. Le 4 octobre, le Rachet pour les dernières dates de ce challenge. Donc le mercredi à 18h30, il suffit d'y aller simplement avec votre chrono et vous participerez à la fête.
Quelques bières aussi, un peu cacao. Ah, ça fait partie Ah bah aussi. le soir, ouais, D'accord. Après la D'accord. course, on s'attend en bas Il aussi. n'y a pas que des graines. C'est Bon, cool. mais même s'il y a une ambiance conviviale, il y a du très bon niveau. Il y a notamment Maurice Magnifica, qui est un habitué, vice-champion olympique de ski nordique, qui est un habitué de cette épreuve. Ouais, il y a certaines étapes, ouais, au Moucherotte, c'est au-dessus de chez lui. À Bastille, on l'a déjà vu aussi plusieurs fois. Ah, il a le record de la Bastille, je Il y a crois. le record de d'ailleurs. Bastille. Ouais, c'est assez intéressant de se mesurer On à a eu ce aussi- genre de personnage. On a eu aussi On des championnes, s'aperçoit là. championne américaine aussi qui était là l'année dernière, qui a les records sur quasiment toutes les étapes. Donc, puis des coureurs de très bon niveau de la région aussi qui eux se tirent la bourre pour la gagne et qui ont des performances tout à fait impressionnantes. Bon, un petit conseil pour l'avenir. Le président du DSA s'appelle François Néron. Ce serait pas mal de faire une montée au Néron quand même dans ce challenge. Hein. Un Je peu suis sûr qu'il écharpé, mais apprécierait. on peut peut-être y réfléchir. Il faudra qu'on le fasse en off pour tester. Il a un petit peu des problèmes de mollets en ce moment. Bon, voilà. On n'est pas en forme. Il y a des filles au sein du DSA. J'ai vu sur le site qu'il y avait un groupe de filles. C'est quoi C'est une section un peu particulière? Non, on essaye plutôt de mélanger tout cela. D'accord, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de groupe en particulier. On les amène avec nous. On le verra plus tard sur un autre sujet. Et elles viennent avec nous. Et je sais pas ce que je voulais dire. Oui, et puis au DSA, il n'y a pas que des compétiteurs, il y a aussi la plupart des personnes pratiquent la montagne, le ski de randonnée, sans forcément s'aligner sur des compétitions. Et donc, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont inscrites, qui font des sorties. Le club reste ouvert, on va dire, à tous ceux Voilà. qui ont envie Il y de a les pratiquer la il y a les- montagne il y a les encadrée sans pour autant C'est pas être que de très haut niveau. Voilà. Et puis, c'est pas que compétition, ça peut être simplement s'affilier au club et puis pour avoir un réseau et faire des sorties un petit peu ensemble, quoi. Alors vous avez fait d'ailleurs, Christophe, une sortie ensemble avec quelques membres du DSA à la fin du mois d'août. Sortie un petit peu particulière puisqu'on le voit sur ces images, vous avez participé au Home Summit Home qui consiste en 24 heures chrono de partir de Grenoble ou en tout cas d'une ville des Alpes et de monter sur un sommet, de redescendre sans utiliser de moyens motorisés. Alors 24 heures chrono, non. Le principe de base de cet événement, c'est de partir de chez soi, d'utiliser sa force musculaire et de monter à 4000 mètres d'altitude et d'en revenir. Donc certains qui ont fait le Dôme, l'autre équipe, sont partis la veille, ont dormi à la Bérarde. Donc c'est ouvert aussi là, à tout niveau finalement. Chacun peut gérer son parcours en fonction de ses envies, quoi. Alors nous, notre équipe avait choisi de faire ça en 24 heures chrono. Donc on est parti à 22h15 de Grenoble, la veille au soir, pour arriver aux alentours de 10h au sommet et en revenir vers 22h. Voilà le passage symbolique de Voilà, on a la filmé. frontière grenobloise à 22h. Après donc être monté en vélo jusqu'à la Bérarde, fait le Dôme des Écrins, redescendu et reparti en vélo. Voilà, avec des bonnes pauses quand même au milieu. Voilà, on Oui. était 5. Mais bon, Et donc dans cette équipe, on était 3 du DSA, dont Céline Martin, qui est une adhérente du DSA, donc, qui vous a tiré un peu la bourre. et qui nous a mis un peu la pression. Ouais. Qui se laisse pas faire. Alors, c'est un challenge, c'est la deuxième édition de ce challenge initié par Pierre Gignoux, notamment bien connu dans le milieu du ski alpinisme. Il y avait différents sommets. Je crois que d'ailleurs, Pierre Gignoux, lui, s'est attaqué carrément au Mont Blanc depuis Grenoble. Oui, il y a eu plusieurs équipes au Mont Blanc. Il y a donc départ de Grenoble, je crois qu'il y a eu départ d'Annecy, d'Arèche, Beaufort. Et c'est aussi un défi donc sportif, là on en parle, et puis aussi c'est un défi avec le deuxième aspect qui est humanitaire. C'est donc pour récolter des dons pour l'ONG Alima qui soigne en Afrique. Donc en fait, pour participer à cet événement, il y a bien sûr se préparer physiquement pour cette épreuve, quoi, ce parcours, on va dire, ce choix qu'on fait. Et il y a aussi donc récolter un certain nombre de dons pour l'association, l'ONG. Voilà. Donc il y a vraiment deux volets. Et donc nous, on est assez satisfaits sur le plan sportif. On n'a pas récolté autant de dons qu'on aurait souhaité pour Alima. On est à 60% de ce qu'on aurait espéré. Et donc, si certaines personnes veulent encore faire des dons pour Alima, ils tapent Alima sur Internet, ils peuvent encore faire des dons. Voilà. Donc l'idée, c'est d'associer un don à une équipe tout le long de la préparation pour nous soutenir. Voilà. Donc, De toute façon, il y aura sûrement, j'imagine, une troisième édition l'an prochain. Vous pourrez vous rattraper et puis peut-être embarquer Sébastien. Je sens qu'il en manque là. J'étais un peu frustré. Bon, 12 heures pour faire Grenoble jusqu'au sommet du Mont Blanc pour Pierre Gignoux, en partant en vélo, en finissant à pied. Avis aux amateurs, si vous voulez
C'était trois. Il y avait Pierre, et je crois qu'il y avait Brice, et puis une troisième personne. Ouais, ils sont peut-être relayés en vélo, mais ça fait quand même C'est un bon chrono. impressionnant. Impressionnant. Dans le même genre de périple, un peu au long cours, je me tourne vers Théophile. Hein. Vous êtes lancé, Théophile, il y a 2 ans, dans un tour de l'Isère un petit peu particulier, puisque vous avez décidé de suivre les frontières géographiques de notre département. Exactement. Alors moi, c'était pas du tout un contre-la-montre. Au contraire, on a décidé de prendre notre temps sur 2 plans. Sur le plan de la contrainte météo et de la contrainte de l'espace géographique. Et sur le plan humain, parce que pour nous, c'était très important que ce soit des étapes qui soient faites avec les équipes qui étaient là. Donc qu'on prenne plaisir à faire ce tour et que chacune des étapes soit un moment de plaisir et pas une course où il fallait absolument le finir en 2016. C'était un peu ce qui était prévu au début, puis finalement, ça n'a pas pu se faire. Du coup, on a continué un peu en 2017. Combien ça représente de kilomètres, les frontières du département de l'Isère? Alors le total, ça fait 650 km et ça nous a représenté 75 étapes, donc 75 jours à faire la frontière. Un peu plus parce que du coup, des fois, il faut monter et puis redescendre. Voilà, donc ça fait une belle boucle qui passe pas du tout, comme on est en train de le voir, que en montagne, même si c'est beaucoup pour la montagne qu'on l'a fait. L'Isère, c'est 5 massifs montagneux, la Chartreuse, le Dévoluy, les Écrins, les Grandes Rousses, Beldonne et la Chartreuse. Donc c'est très varié, ça c'est super chouette. On a des massifs qui sont calcaires, qui proposent quelque chose, et puis on a des massifs comme les Écrins, qui est finalement la partie très dure de l'Isère, qui est un massif où en fait on suit toutes les arêtes qui séparent avec les Hautes-Alpes, donc la vallée de la Bérarde, et puis la vallée du Val-Gaudemar et d'Ailefroide. Et ça passe par tous les sommets, tous les plus beaux sommets des Écrins, de Lolland jusqu'à la Meige, en passant par tous. Hein, voilà, ça c'est pour le sud, mais on a vu sur la carte qu'il y a toute la partie nord qu'on connaît peut-être un peu moins depuis Grenoble, hein, vers le nord du département et Lyon. Et là notamment, il y a des fleuves. Alors les fleuves, il faut aller se jeter à l'eau. Et oui, et du coup on l'a fait. On est parti en kayak. Notre idée c'était de coller au plus proche possible au dessin en fait de la frontière. Donc quand pas vous en éloigner. Voilà, quand c'était sur l'eau, on allait sur l'eau. Ça nous est arrivé de faire du canyoning aussi. Quand c'était du coup sur les arêtes, on allait en escalade ou en alpi ou en ski ou etc. Ça nous est arrivé de faire de la highline sur des étapes qui étaient infranchissables à pied. On passait en parapente. Voilà, on a essayé vraiment de coller au plus possible au relief du terrain en fait. Vous aviez un GPS pour être sûr d'être vraiment sur la frontière? Non, une carte, une boussole. Une vieille carte papier. Une vieille bonne carte papier. Alors même pire que ça parce que les cartes papier IGN elles sont un peu chères et puis surtout elles sont mal découpées. Alors du coup je faisais des imprimés de géoportail. Comme ça, j'avais vraiment que les cartes qu'il me fallait, parce que c'est lourd en fait, hein, quand on doit se trimballer toute la collection. Cartes. Donc voilà, j'avais vraiment que les bouts de la frontière. Grand trait, petit point, grand trait, petit point. Alors vous avez même suivi les frontières, j'ai envie de dire, en profondeur, hein, avec une plongée spéléo. Exactement. On s'est amusé parce que, comme je le disais tout à l'heure, le plaisir était vraiment au cœur de cette aventure, le plaisir et le partage. Et du coup, il y a des moments où la frontière, elle aurait pu être complètement anodine. Et donc là, on a mis un petit peu de piment. On est allé faire le gouffre du Morru. Donc c'est tout près du cirque de Saint-Même, en Chartreuse. Et c'est une traversée qui part du plateau et qui va descendre quasiment jusqu'au cirque de Saint-Même, pardon, donc qui passe vraiment sous la frontière en fait. Oui, voilà. Puisque la Chartreuse, elle est séparée en deux, entre Savoie et l'Isère. 75 étapes, du partage aussi, même si vous étiez, on va dire, l'initiateur du projet, il y a eu quelques étapes un peu collectives où vous invitiez tous ceux qui avaient envie de vous accompagner sur ce tour. Bien sûr, alors pour nous c'était très important que ce ne soit pas un tour élitiste. Il le fallait pour certains moments parce que faire la traversée de Lolland, en 15 heures de course, c'est long et c'est difficile, c'est un terrain qui n'est pas facile. Mais il fallait aussi que tout le monde puisse venir. Et pour nous, c'était très important de pouvoir partager ça. Déjà parce que dans nos entourages proches, on n'est pas tous des sportifs de haut niveau et il fallait qu'on puisse partager ça. Donc on a eu plusieurs moments sur le tour qu'on appelait des événements tout publics. On a fait le Mont-Aiguille comme ça, on a fait le Pic Coolidge, mais on a aussi fait une étape en kayak et une étape à vélo où on invitait. Et puis l'étape de fin, bien sûr, la prairie de l'Alpette en Chartreuse, où on a invité tous ceux qui voulaient venir. Donc on était en moyenne une vingtaine à chaque fois de tout âge. Pour la prairie de l'Alpette, ça allait de 7 à 70 ans. Voilà, donc c'était assez chouette pour des étapes non négligeables parce que c'est quand même 1200 mètres de dénivelé, donc ça fait des bonnes étapes. Voilà, et c'était aussi un partage au sein de l'équipe. On était 15 à organiser ça. Et il y a quelques étapes que j'ai fait seul, mais la plus grande partie a été faite toujours à plusieurs. Et il y a même certaines étapes que je n'ai pas faites, même si j'en suis l'initiateur.
et qu'on s'est partagé, notamment en 2017, où voilà, moi je faisais quelque chose pendant que quelqu'un d'autre faisait autre chose. Et finalement, ça a été un tour beaucoup plus collaboratif, participatif en 2017 qu'en 2016. Et voilà, c'est une autre facette beaucoup plus belle, je trouve. Alors, le gros morceau quand même d'un tour de l'Isère par sa frontière, même s'il y a du kayak et de la spéléo, c'est quand même toute la partie montagneuse et notamment dans le massif des Écrins. On vous voit là forcément sur des courses d'arête puisque la frontière souvent elle suit un peu la topographie. Hein. Donc des courses pas du tout classiques, pas du tout fréquentées, qui sont friables à souhait. Alors là, on est juste après la cime du Vallon en direction des Rouys. C'est des arêtes qui sont, là pour le coup elles sont jolies mais pas toujours, voilà, ça c'est juste avant les rouilles. C'est des arêtes qui sont parfois très très péteuses en fait, où les prises nous restent dans la main et où mentalement c'est très difficile. Techniquement pas forcément, bien sûr c'est difficile de se protéger mais c'est pas de la grimpe à très haut niveau. Par contre mentalement 15 heures de course comme ça, ça épuise très vite. Donc il y a eu un moment donné où d'ailleurs on a décidé d'arrêter les arêtes parce que ça devenait vraiment très difficile. Les Roches d'Alvaux, par exemple, juste après Rochefort-Yon, sont des arêtes très pourries. On n'y va pas normalement. Non, on n'y va pas. Voilà, il y en a qu'un qui est allé. Bah oui, il y en a qu'un qui est allé, qui a fait la traversée, c'est Lionel Daudet. Parce qu'avant de faire le Tour de France exactement, il a fait le Tour des Hautes-Alpes exactement. Donc j'étais sur ses pas à ce moment-là et je l'ai laissé. Voilà, et je lui laisse son titre bien volontiers. À ce moment-là, j'ai préféré faire le tour et pour le coup passer dans les faces. Donc on a fait de la très très belle grimpe. Dans la Grande Ruine, il y a des voies magnifiques qui sont du coup beaucoup plus dures, mais beaucoup plus safe pour le mental. C'est très très agréable. Et puis quand vraiment les arêtes sont trop compliquées, il y a une solution, c'est de passer par le ciel. On le voit là sur ces images. Voilà, c'est vrai, ça fait partie des petits coups de pouce, des petits coups de clin d'œil en fait qu'on a fait aussi, un peu à tous ceux qui nous ont fait rêver. Hein. Je pense aux Flying Frenchies, voilà, qui nous ont bercés quand on était un peu plus jeunes et qui nous donnent qu'une envie, c'est de varier les activités, de se faire plaisir encore, je répète, et puis même si cette ligne on l'a pas traversée et qu'il faudra qu'on y retourne, d'essayer et puis de se dire que en fait c'est parce qu'on le tente, pareil pour le Tour de l'Isère, c'est parce qu'on l'a tenté que ça a pu devenir une aventure qui s'est conclue. Et je crois que c'est très important de se dire que le rêve, il faut oser le réaliser, le concrétiser, parce que finalement, c'est toujours du plaisir, quoi. C'est toujours du bonheur. Bon, en face de vous, vous avez deux membres d'un des clubs phares de ski alpinisme et ski de randonnée à Grenoble. Il y a eu une version hivernale hein, quand même dans votre Tour de l'Isère. Il y a eu, du coup, puisqu'on ne l'avait pas fait pendant l'été 2016, il a fallu qu'on finisse. Alors, on a fait notamment les plateaux d'Ampari et le pic de l'Étendard, en ski. Alors, c'est des périples, comme à chaque fois, on n'utilise aucun moyen fossile de transport, sauf le transport en commun. Donc là, on était monté en bus. Et après, on part en traversée pendant quelques jours. On a fait certaines étapes à vélo, mais pas toutes. Voilà, et notamment, du coup, celle-là, on a fait une traversée. Voilà, ça fait des nuits à moins 15 là-haut, sur le plateau de l'Ampari, avec la tente. On était perdus au milieu de nulle part, sur une neige dégueulasse, ceci soit dit. Mais voilà. Donc il y avait des très belles étapes en hiver, ouais. On voit là vos conditions de vie d'étape en étape. Voilà, c'est ça. Donc la tente qui sera quand même bien pratique parce que comme je disais, moins 15 dans la tente, ça fait des bonnes petites nuits quand même. Ouais, on vous croit sur parole. De cette aventure est sorti un film que vous présentez de temps en temps dans des projections publiques là, dans la région. On peut le retrouver d'ailleurs sur le site Tour de l'Isère hein, que vous animez. Donc, il est disponible sur Internet gratuitement et tout le temps. Et on essaie aussi de le faire passer. Donc, il est notamment, on a organisé plein de projections à différents endroits. Et puis, il est passé au Festival du Pont du Fossé aussi, Retour du Monde. Et j'espère qu'il sera diffusé dans d'autres festivals. On attend les réponses. Alors, je sais qu'on ne sera pas pris à La Rochelle, mais c'est pas grave. on retentera la prochaine fois. Il y aura une suite à cette aventure ? Alors, le Tour de l'Isère, on va peut-être pas lui faire son retour de l'Isère dans l'autre sens. Parce que remonter le kayak, le fleuve en kayak, c'est moins facile. Mais il y a d'autres aventures qui sont dans le même genre et qui donnent suite en fait à l'association qui a porté ce projet et qui continue de le porter. Une association qui s'appelle Sentier du Devenir, qu'on a montée pour l'occasion et qui a vraiment pour vocation de valoriser et de soutenir tous les projets qui sont et dans le respect de l'environnement et dans le développement de tout ce qui, sur le plan de l'humain, permet d'être bien dans son milieu, quoi. Donc il y a d'autres projets, notamment un qui est en cours en ce moment au Chili, avec une équipe qui nous a accompagnés sur le Tour de l'Isère,
qui est parti là-bas pour 4 mois pour valoriser le tourisme local, donc l'andinisme, et développer une petite ville qui s'appelle Chaiten, qui a du mal à survivre à une coulée de boue assez monumentale il y a quelques années. Et du coup, voilà, c'est valoriser un peu sa richesse géographique et développer le tourisme là-bas. Et il y a d'autres projets de cette association qui aussi restent très locales, notamment avec des achats groupés. Mais bon, vous retrouverez tout ça sur le site de l'association. Ouais. Bon, un tour du Chili par les frontières, ça risque d'être un petit peu plus costaud parce que le pays, il y en a quelques kilomètres là. Descente en kayak de mer, là, ça peut être rigolo. Hein. À franchir. Bravo en tout cas pour ce périple. On sent dans vos expériences réciproques que les moyens motorisés de transport, on essaye de les mettre de plus en plus de côté. Alors, on va quand même donner la parole à Chris, puisque Chris va lancer une plateforme dans quelques jours à Grenoble pour justement mettre les moyens de transport motorisés au service des pratiquants de la montagne, mais dans une démarche écologique. Voilà, c'est ça. En fait, on va bientôt lancer un service de covoiturage qui est dédié au sport et aux loisirs de montagne. Donc ça reste dans l'idée de la pratique sportive ou juste du loisir. Et l'idée, c'est justement de partager un bout de chemin et pourquoi pas la journée avec des personnes qui ont les mêmes passions que nous et finalement d'avoir un trajet quand même plus convivial que si on le faisait tout seul ou que si même on le faisait en bus, on va dire. Ça s'appelle Mountaingo, cette plateforme. Comment ça va marcher ? Alors en fait, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Au niveau covoiturage, c'est relativement simple. Ça marche comme un site classique. Je ne vais pas citer de nom, mais vous avez tous les noms en tête. Vous arrivez, vous dites, voilà, j'ai une voiture, je pars de tel endroit pour aller à tel endroit, tel jour, à telle heure, pour faire tel type de sortie. Donc la sortie, ça peut être une sortie ski ou une sortie pour assister ou participer à un événement. Et après, c'est là où vous rentrez par contre des petites options dans votre trajet. Alors, est-ce que vous avez des barres de toit pour prendre les skis ? Est-ce que vous avez des portes vélos pour monter avec des vélos ? Donc ça, c'est tout ce que vous remplissez quand vous êtes conducteur. Est-ce que vous acceptez les fumeurs ou autres, c'est vraiment du classique. Mais pensez pour le sport, ce qui permet à la personne qui vient sur le site internet finalement et qui elle n'a pas de voiture, de se dire ah bah oui ok cette sortie-là c'est quelque chose que je peux faire avec la personne en question, ça m'intéresse donc voilà j'y vais. C'est très simple d'utilisation, mais c'est dédié au sport. Alors, on covoiture et donc on pratique potentiellement ensemble. Comment vous faites pour que les gens soient de même niveau, pour une sortie de ski de rando ou pour un périple en haute montagne ? Alors moi, je n'irai pas avec eux, clairement, ils sont bien meilleurs que moi. Mais voilà, en fait, quand vous remplissez cette partie où vous dites j'accepte de faire et le trajet et la sortie journée avec les personnes que je covoiture, vous avez le droit de dire tout niveau ou ensuite, sinon, vous pouvez choisir votre niveau. Vous dites débutant, intermédiaire. Et puis, de toute façon, il y a un système de messagerie interne où les gens peuvent communiquer entre eux. Dire voilà, moi j'ai vu que vous acceptiez les milieux, les niveaux intermédiaires, moi je suis un peu en dessous, est-ce que vous pensez que ça peut le faire ? Voilà, après tout le temps en covoiture, je l'attends tout le temps. Hein. Est-ce qu'il y a un critère de vitesse verticale ? Non, pas encore. Il en faudrait un peu. Mais on peut, oui, pourquoi pas, savoir. Pour le DSA, ça peut être dénivelé alors. Ouais, Voilà. On peut rajouter l'option dans son... On peut... Faut y réfléchir. En fait, quand on crée son profil, après on peut le modifier avec sa photo, etc. Mais on peut aussi mettre un petit mot sur soi. Donc à ce compte-là, on peut mettre sa vitesse en kilomètres vertical. Les mecs qui vont tricher. Ah ça, après, je ne peux pas vérifier. Pour que tu puisses suivre. Bon, ça s'appelle Mountaingo, en tout cas, ce nouveau service. Il y a déjà des stations comme Champs-Rousse, par exemple, qui se sont associées à votre idée. Alors oui, nous en fait, on a fait ça dans un esprit d'avoir un service de covoiturage donc, pour les sports par rapport aux expériences qu'on a pu avoir avec mon associé Loïc. Et aussi dans un esprit, on va dire, écologique, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même important de marquer le coup par rapport aux déplacements qui sont faits souvent, malheureusement, avec des voitures plus ou moins vides. Et c'est vrai que dans cette démarche-là, Champs-Rousse nous a tout de suite suivis, parce qu'ils ont un partenaire, on va dire, commun avec nous, qui est Mountain Riders, qui est une association basée à Chambéry, et qui s'occupe de faire de la prévention pour la pollution en montagne, mais qui fait aussi beaucoup de ramassage de déchets. Des stations. Voilà. Et nous, par exemple, on reverse 10% de ce qu'on prélève sur chaque trajet à cette association-là pour qu'elle puisse encore avoir, on va dire, plus de moyens pour faire ces ramassages ou ces actions. Et effectivement, Champs-Rousse, qui est également partenaire, avec Mountain Riders, c'est également partenaire avec Mountaingo. Donc c'est la première station à être partenaire avec nous, on en est très contents. Il faut savoir que Champs-Rousse est labellisé Flocon Vert. Donc Flocon Vert, c'est un label qui, un peu comme le pavillon bleu,
pour les plages. C'est un label qui récompense les domaines skiables qui font de gros efforts en continu sur tout ce qui va être pollution, donc les déchets, mais aussi le déplacement, donc le covoiturage. Ça coûtera combien l'utilisation de votre service ? Je ne vais pas rentrer dans les détails si c'est plus ou moins que X kilomètres, mais grosso modo, c'est les mêmes prix que le géant, le leader du marché. Celui qui parle là. Voilà, c'est ça. Blabla. Tout le long de la journée. Ok. Merci en tout cas, Chris. J'espère que cette plateforme aura beaucoup d'adeptes. Juste, si je peux juste rajouter, pour fêter le lancement, vous pouvez vous préinscrire ou vous inscrire et vous pouvez gagner un bon d'achat d'une valeur de 400 € avec un autre partenaire qui est EcoSport. Donc, si vous voulez vous payer du matériel pour faire ce genre de course ou le Tour d'Isère une deuxième fois, c'est l'occasion d'en profiter. Très bien, le message est passé. Si jamais vous ne gagnez pas ces 400 € de bon d'achat, il y a une séance de rattrapage début novembre, du 8 au 10 novembre. Christophe, il me regardait avec des grands yeux, avec la bourse au ski de rando du DSA. C'est une bourse au ski atypique, puisqu'on n'y trouve ni de matériel de ski alpin, ni du matériel de ski de fond. Ouais, c'est dédié au ski de rando, à l'alpinisme, vêtements techniques. Voilà. On refuse le reste, donc c'est la seule bourse dédiée au ski de rando en France. C'est pour tous les budgets. Donc l'étudiant peut venir vraiment à moindre coût acheter du matériel en état de fonctionnement, mais pas forcément très récent. Je confirme. Voilà. Un client. Il y a beaucoup de bénévoles. Donc là, le club, c'est un des gros événements du club. Donc on est, je crois, 70 bénévoles pour ça. Il y a des conseils aussi bien pour évaluer, quand on dépose le matériel, pour évaluer la valeur du matériel. Et puis des conseils aussi au niveau de la vente, le jour de vente, pour conseiller les débutants, les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, pour donc choisir le bon matériel en fonction de ce qu'ils veulent faire. Voilà. Donc vraiment tous les budgets. Il y a quand même du matériel aussi haut de gamme, un petit peu haut de gamme. Voilà. Donc il y a vraiment pour tout le monde. Et c'est sa 10e édition, si je ne me trompe pas. Donc c'est une bourse qui marche bien, les gens sont contents. Voilà. Bon, ça se passera au Palais des Sports de Grenoble du 8 au 10 novembre. 8 novembre, c'est le dépôt du matériel. Et puis les ventes auront lieu, je pense, le samedi, en parallèle des rencontres du cinéma de montagne qui se déroulent également au Palais des Sports. Donc si vous voulez vous équiper à petit prix pour vous lancer dans la rando, c'est l'occasion. Merci. On termine cette émission avec notre JT de la montagne. Et on va vous parler d'un record aux Grandes Jorasses dans le massif du Mont Blanc. Alors qu'il avait fallu 3 jours aux Italiens Riccardo Cassin, Luigi Esposito et Ugo Tisoni en août 1938 pour venir à bout de l'éperon Walker dans la face nord des Grandes Jorasses, le Suisse Danny Arnold a grimpé cet été ce monument de l'alpinisme qui culmine à 4208 mètres en 2 heures et 4 minutes. Une ascension express, mais à haut risque puisque réalisée en solo intégral. Pour ce genre de record, on ne prend évidemment pas le temps de s'assurer. On le voit d'ailleurs sur ces images doubler une cordée classique dans un des dièdres de la voie. Danny Arnold détient désormais les records sur 2 des 3 grandes faces nord des Alpes, avec le Cervin gravi en 1h46. Son record de 2h28 à l'Eiger en 2011 a été battu depuis par son compatriote Willy Steck, plus rapide de 5 minutes. Le speed climbing, c'est comme ça que ça s'appelle, reste une pratique extrême de l'alpinisme qui n'offre aucun droit à l'erreur. Willy Steck est mort d'ailleurs en avril 2017 en Himalaya alors qu'il préparait une ascension express de l'Everest. Et quelques jours après le record de Danny Arnold, un alpiniste italien de 36 ans a fait une chute mortelle de 600 mètres alors qu'il évoluait en solo également dans cette même face nord des Grandes Jorasses. Moins de monde aux Grandes Jorasses, il y a moins de monde aux Grandes Jorasses qu'au Mont Blanc. C'est la polémique de la fin de cet été, le permis d'ascension que le maire de Saint-Gervais veut imposer. Il y aura à peu près 214 personnes qui seront autorisées l'an prochain chaque jour à gravir le sommet du Mont Blanc. On ne sait pas encore trop comment ça va s'organiser. Ça vous paraît une bonne initiative, vous qui pratiquez la montagne tout au long de l'année ? Nous, on est un petit peu sur le principe de la liberté et de l'accès libre à la montagne. Donc, soit on est responsable de ce qu'on fait, soit on ne l'est pas, et en quel cas, on ne fait pas de la montagne. Donc, j'allais dire que non, on n'est pas tout à fait favorable à ce genre de choses-là. Il faudrait plutôt essayer de savoir les raisons qui ont poussé à telle décision. Néanmoins, généralement, si on décide d'aller au sommet du Mont Blanc, on essaie d'y aller depuis Chamonix avec nos baskets. Ou voire depuis Grenoble en vélo. Et quelquefois, et même souvent, par le tracé original historique.
Les grands mulets. Exactement. Très bien. Bon, de toute façon, on essaiera de creuser un peu cette affaire dans les semaines qui viennent dans cette émission. Ceci dit, s'il veut, ça serait pas mal de le mettre en parc national. Comme ça, il peut ne pas interdire l'accès aux gens, mais quand même préserver l'environnement. Et un parc national du Mont Blanc, ça serait cool. Ça peut être une idée. Il est classé à l'UNESCO, mais ce n'est pas encore un parc national, cette vallée de Chamonix. En attendant, la haute montagne, elle souffre de plus en plus du réchauffement climatique. Certaines voies d'escalade comme la face sud de la Meije ont été impraticables une partie de l'été à cause des chutes de pierre. Du côté des glaciers, c'est encore plus flagrant, comme en témoignent ces images prises sur le vif par Benjamin Lehmann. C'est un chercheur suisse qui s'est retrouvé au bon moment pour assister début septembre à cette chute de sérac impressionnante sur l'un des glaciers de la face sud de l'Aiguille Verte, donc dans le massif du Mont Blanc. Cette avalanche s'est échouée sur la mer de glace, située quelques centaines de mètres plus bas, sans heureusement faire de victimes. Mais elle symbolise l'impact du réchauffement climatique qui bouleverse un petit peu la montagne. Des courses comme le Dôme des Écrins, on dit qu'elles sont beaucoup moins accessibles aujourd'hui qu'il y a quelques années, justement à cause de la fonte des glaciers. Vous confirmez, Christophe, vous qui y étiez il y a quelques jours? Là, cette année, il y avait eu des chutes de sérac importantes la semaine d'avant. Donc le tracé a été modifié et ça a été aussi une inquiétude pour nous. Est-ce qu'on y va ou pas? Donc voilà. Oui, donc il y a des bouleversements. Puis le glacier blanc, il est plus bien blanc maintenant. Ouais, il a reçu, comme on pourrait dire, de façon triviale. Bon, il nous reste encore quelques semaines avant que nos stations, nos domaines skiables redeviennent tout blancs et qu'on puisse reprendre les planches. Alors pour se mettre en jambe, voici une nouvelle figure dans l'univers du freestyle. De l'avis des spécialistes, ça n'avait jamais été réalisé. Ça s'appelle un triple bio 1260, agrémenté d'un grab hide safety. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je leur fais confiance. L'auteur de cette figure s'appelle Paul Vieuxtemps, un haut alpin qui a réalisé donc ce petit exploit sur le glacier de Saas-Fee en Suisse il y a quelques jours. Voilà, merci à tous les quatre d'être venus. Ça vous inspire cette figure, Christophe? Trop vieux. Trop vieux? C'est une question de bâton peut-être. C'est vrai que là, il n'avait pas les bâtons. Donc ça aide. Mais bon, si vous faites la verticale du Grand Serre le 30 septembre, prenez les bâtons. C'est un conseil d'amateur. Voilà. Allez, on se quitte avec quelques images de l'édition 2018 de l'Ultra Raid de la Meije. 120 km de VTT en 2 jours avec en toile de fond les montagnes de l'Oisans et du plateau dans Paris. Sans la neige, cette fois, Théophile. À bientôt pour de nouvelles aventures. Présente Grand Air.